Salut à toi, bienvenue sur le podcast Entre Coach. Je suis Brice, coach sportif spécialisé en perte de gras et en réhabilitation. Et je suis avec Marion, coach sportive et nutritionniste. Et on a un accompagnement qui aide les hommes en surpoids qui sont irréguliers à perdre jusqu'à 10 kg de gras en 3 mois. Et donc ce podcast est là pour partager nos connaissances, nos retours d'expérience et plein d'autres petits tips qui pourront être utiles si tu souhaites perdre du gras dans les prochains mois. Donc n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube et à mon compte Instagram. Le lien est dans la description. Donc aujourd'hui, on a pas mal de sujets qui sont intéressants, pas mal encore de petits mythes qu'on va casser, dont le premier qui est Pour commencer, on entend beaucoup parler du cardio dans la perte de gras. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? le cardio. Évidemment, ce serait mentir que de dire que ce n'est pas utile et que ce n'est pas utilisé pour faciliter la perte de gras. Après, évidemment, c'est comme l'alimentation, comme l'entraînement global, sans parler du cardio, c'est des facilitateurs chacun de leur côté. Le cardio, il n'est pas à mettre de côté, mais je trouve quand même qu'il est surutilisé. Et aujourd'hui, un homme qui veut perdre du gras, qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit qu'il doit Ouais. absolument, mais Faut aller vraiment, courir, absolument aller courir, ouais, faire du cardio, passer des heures à faire la marche sur un tapis ou aller J'allais courir. dire les machines, genre, en plus on en entend beaucoup parler, escalier, vélo elliptique, tout Les hommes, je ça. ne sais pas s'ils font Ah, spécialement mais je pense, hein. beaucoup d'escaliers. Je n'ai pas Bah, vu beaucoup d'hommes faire J'en l'escalier. vois moi à la Ah ouais? salle, hein. Ok. Ah ouais, j'en vois Ok. beaucoup. Moi, j'en vois pas. Pareil, vélo elliptique aussi. Alors bon, ça peut être logique parce que c'est moins épuisant et moins traumatisant pour les genoux. Les articulations, Mais que la course, évidemment. parfois, j'en vois qui sont là depuis 1 heure, ils ont fait la même chose, tu vois. Oui, c'est ça. En fait, le problème, et la plupart des gens là, on va prendre les cas des hommes qui vont à la salle. La plupart des hommes qui vont à la salle, en général, c'est vraiment pour un besoin de perte de gras, pour perte de poids, remise en forme, etc. Le problème, c'est que ils sont tous sur les machines cardio. J'en vois très très peu toucher ne serait-ce qu'un appareil, une machine, même si, évidemment, nous, et moi le premier, je ne suis pas le plus grand fan de la musculation traditionnelle, la musculation classique, le fait d'aller sur les machines et de pousser. Moi, ça ne me stimule pas, mais je ne les vois pas s'approcher d'un seul poids, d'une seule barre de traction. Oui, même du poids du corps. C'est ça, même pas du poids du corps. Ça veut dire qu'ils viennent et ils font 1 heure de cardio et ils rentrent chez eux. Moi, le cardio, je trouve que vraiment, ça a pas mal de limites, notamment au niveau de la dépense énergétique. Donc, ça va être très utile le temps que tu fais le cardio, mais on n'aura pas cet effet sur le métabolisme. On n'aura pas cet effet, à l'inverse d'un travail de renforcement, où le travail de renforcement, je vais brûler des calories pendant ma séance, mais je vais aussi brûler des calories après, et ça va améliorer mon métabolisme. Et au bout de plusieurs semaines, plusieurs mois, j'aurai un métabolisme plus rapide que quand j'ai commencé ma perte de gras. Et donc ça aussi, ça va faciliter, et c'est ce qu'on cherche, ça va faciliter la perte de gras. Et ce qui fait qu'au bout d'un mois et demi, 2 mois, déjà que le corps a compris ce qu'on veut faire, mais en plus, donc le corps va faciliter, et en plus, le métabolisme est plus rapide, et donc, sans rien faire, en faisant moins de sport, ou en mangeant un peu plus, on va arriver au même résultat en termes de perte de gras. Et donc, au final, c'est ce qu'on cherche. Au début, on lance la machine et après, quand on est dans le processus, on fait moins. Voilà. On va dire que ça se fait tout seul sans que ça se fasse tout seul. Voilà, et c'est ça. Il faut continuer, mais le corps, il sait ce qu'il doit faire et donc il va dans la direction. Et donc parfois, même avec moins d'entraînement, il peut continuer sur sa lancée, en fait. Exactement, on a eu de nombreux cas, et moi le premier, où la semaine j'ai été moins, on va dire, j'ai raté un entraînement, ou même au niveau de la nutrition, j'ai mangé un tout petit peu plus, et j'étais même surpris d'avoir perdu toujours 800, 900, 1 kg sur la semaine, alors que pourtant je pensais ne pas perdre autant. Et donc c'est vraiment là où on voit que l'impact du métabolisme, il est vraiment puissant. Et le corps aussi, il prend un certain temps à comprendre ce qu'on veut lui faire faire. Donc au début, le corps il va subir une phase de choc quand on perd du gras. Donc là, on va perdre très rapidement. Mais aussi après, ça dépend des personnes, mais au bout de 3 semaines, 4 semaines, 5 semaines, 6 semaines, si la personne n'a pas arrêté jusque-là, le corps comprend et donc ça va encore plus faciliter. Et à garder le même rythme. Parce qu'il y a continuer, enfin il y a arrêter complètement là, oui, et il y a continuer mais un peu déséquilibré. Oui, je parlais vraiment. Là, c'est vraiment garder les mêmes habitudes pendant plusieurs semaines. C'est ça. Là, en oui, tout cas, au niveau la entraînement machine, alimentaire, au niveau en termes de calories d'entraînement, donc du nombre d'entraînements et des calories, si on reste régulier sur 4 semaines, 6 semaines, le corps il comprend. Et moi, je le vois même dans mes entraînements de force, au bout de 4 semaines, mon corps il me facilite énormément au niveau de mes entraînements. Et donc, pour revenir sur les limites du cardio, moi, je trouve que de ce côté métabolisme, le cardio, ça a vraiment ses limites. Parce que oui, on transpire, on perd de l'eau, on se dépense, on brûle des calories. On perd du poids. Oui, mais même au-delà de ça, on va quand même, on brûle des calories. Oui, ça fait de la. Enfin, en fait,
il faut se dire que le rôle, en fait, je pense que c'est plus le rôle du cardio qui est un peu mal C'est interprété. ça, c'est Et le rôle du surutilisé. cardio, il est là, nous on l'utilise pour la dépense énergétique. Oui, un petit surplus. Voilà, c'est que en fait ça permet d'augmenter légèrement le déficit parce que si on augmente le nombre de pas, on dépense un peu plus de calories que quand on C'est marchait ça. moins. C'est ça. Pareil, si on fait 20 minutes de vélo après sa séance alors qu'on n'en faisait jamais avant, Mhm. ça va nous aider à perdre un peu plus, C'est ça. tu vois, parce que C'est ça. mais en fait c'est ça, nous on l'utilise là-dedans. Ouais, mais après, c'est pour vraiment résumer ce qu'on est en train de dire, c'est que le renforcement, c'est la base, Ah oui, la base, la base, la base d'une perte de gras efficace. C'est vraiment le socle. Et derrière, on peut rajouter du cardio qui va venir peaufiner, qui va venir affûter un peu oui, plus. qui va venir nous aider. Voilà, en termes de dépenses caloriques, qui va permettre aussi potentiellement de manger un peu plus pour avoir les mêmes résultats, comme C'est j'ai ça. dit juste avant. Mais baser toute sa stratégie de perte de Oui. gras sur du cardio, au final, on part dans ce que tu as dit, on part sur une perte de poids, on va perdre du muscle, gras, du muscle de l'eau. et de l'eau. Et on veut vraiment pas, et dans une perte de gras efficace, on ne veut pas perdre du muscle, on n'en veut pas. Et donc, pour pas perdre du muscle, il faut faire du renfort et avoir un bon quota de protéines. Ça, on le dit, on le répétera à chaque fois, c'est vraiment la base. Donc, si on ne veut pas perdre du muscle, il faut obligatoirement faire du renfort. Et le cardio, et même courir, parce qu'il y en a beaucoup qui pensent que courir, c'est du renfort pour les jambes. C'est pas courir, c'est pas Ça du renforce. renforcement pour les jambes. Parce que le renforcement, il y a cette notion quand même de proximité avec l'échec, avec une certaine saturation musculaire. Et c'est rare qu'on ne puisse plus mettre un pas devant l'autre. Si vraiment tu étais à l'échec sur ta course, tu pourrais même plus marcher après ta séance. Oui, c'est clair. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Tu vois. Alors que sur une échec, par exemple sur un squat, si je descends sur mon squat, la dernière répétition, si j'arrive même pas à la finir ou j'ai du mal ou vraiment elle est très dure, là on peut considérer que je suis proche de l'échec et là j'envoie ce signal au corps qui veut construire de la masse musculaire. Et finalement, même avec un squat par exemple au poids du corps, même si ce sera plus de répétitions. Oui, ce sera plus de répétitions. Et puis, au niveau progression, on va vite être un petit peu ralenti. Ou alors, on va devoir faire encore plus de squats pour commencer un petit peu. Enfin, du coup, se rapprocher à chaque fois. Oui, en fait, il faudra changer tout le temps de méthode, etc. pour se rapprocher de l'échec. Ouais, d'avoir une stimulation Mais finalement, suffisante. Là, le poids du corps, ça reste de l'exercice de résistance. Bien sûr. Contrairement à la course, où on peut se dire, mais c'est des croyances que je renforce mes jambes, j'ai les jambes plus sculptées. Après, on ne dit pas qu'il n'y a pas évidemment un petit effet musculaire, bien sûr. Ce serait c'est mentir. toujours nuancé. Mais c'est pas du renforcement. Voilà, et puis c'est pas l'objectif de la course. Moi, j'entends beaucoup dire je fais la course, ça muscle mes jambes. Non. Enfin, oui, dans un sens, mais non, dans le sens, c'est pas du renforcement. Oui. Ça remplacera jamais un travail de renforcement propre, structuré, dans un but de maintien de la masse musculaire. Parce qu'on regarde, sinon les marathoniens, ils seraient pas tout fins. Ils auraient des jambes musclées. Exactement. Alors ils ont des jambes musclées, mais très fines. Toutes fines. Oui, c'est parce que le corps va chercher l'efficience au final. Donc à force de courir, ton corps va se débarrasser du superflu et donc il peut considérer que le muscle, c'est aussi du superflu pour courir plus vite, pour être plus léger, etc. etc. Et donc ça, il faut faire attention. Trop de courses, trop de cardio, c'est pas bon. Déjà, comme on a dit, d'un point de vue métabolisme, mais aussi d'un point de vue musculaire. Et puis après, au niveau blessure, articulation, c'est vrai que, et tu fais bien de le dire, pas mal de gens, et je crois que la statistique, c'était 90% des gens qui commencent la course se blessent la première année. Donc quand on est dans une optique de perdre du gras, quand même, d'essayer de faire les choses bien, de ne pas se blesser, peut-être qu'on vient de commencer à s'inscrire à la salle ou que ça fait pas très longtemps, on ne s'y connaît pas trop, et c'est peut-être pour ça aussi qu'on ne va pas s'approcher des machines, des poids, on n'ose pas, on ne sait pas. On sait qu'il y a un vélo, on se pose sur le vélo, on pédale, et c'est le plus efficace. Maintenant, comme on a dit, c'est pas la meilleure solution du tout. Et d'un côté blessure, il se peut que si on va courir, etc., on ait une mauvaise gestion du volume total d'entraînement, de la charge d'entraînement. Et puis, je pense que si toi, t'as déjà, là, qui nous écoute, tu as déjà essayé de courir pendant un certain temps, de faire peut-être commencer à 3-4 entraînements par semaine, etc., tu t'es vite rendu compte que tu as eu des premiers bobos, que ce soit aux genoux, aux chevilles, aux mollets. C'est pas forcément, on ne parle pas forcément d'une blessure à proprement parler. C'est jamais une blessure. Mais ça peut être une douleur, comme on entend, périostite, sans que ce soit une périostite déjà, avec les bulles. Un début, déjà juste des brûlures, tu vois, une sensation. C'est ça. Pareil au niveau des mollets, vraiment des courbatures qui ne passent pas. C'est ça. Ou alors des crampes à répétition. En général, c'est chevilles,
mollet, Ah oui, c'est souvent là-dedans, et genoux. et après il y a le tibia, le muscle du tibia, donc le tibia antérieur, là, le muscle qui est juste à côté du tibia qui est aussi, tu peux avoir cette sensation, c'est une style de périostite qui est un peu diffuse, qui va un peu dans ce muscle-là. C'est des sensations de brûlure un peu. C'est ça. Parce que la périostite, c'est vraiment avec les bulles. Donc, t'es pas... En fait, il faut se dire qu'on peut se blesser sans forcément avoir... Enfin, que ce soit une grosse blessure, comme on dit. Ça commence par des petites douleurs. Ça s'appelle des blessures d'usure. Oui, voilà. C'est ça. C'est des blessures d'usure et avec un volume mal adapté, avec des choix de facilité, on peut se dire, bon, bah, je vais à la salle, je vais courir, etc. Encore une fois, je ne dis pas qu'il ne faut pas courir, mais je dis juste que ce n'est pas la stratégie prioritaire quand on veut perdre du gras. On peut aussi vite se blesser, surtout si on a choisi de courir parce qu'on ne s'y connaît pas. Mais oui, alors, en disant que c'est facile, je prends des chaussures et là, ça va aller très vite. On va aller en général très vite vers une blessure parce qu'on ne s'y connaît pas. Et donc, commencer à 5 km, c'est beaucoup. Ouais. Et en plus, derrière, gérer la blessure, t'imagines. Parce qu'en plus, tu te dis, bah, j'étais hyper motivée, mais maintenant j'ai une douleur. Oui, mais je ne peux pas m'arrêter pour cette douleur. Et surtout, la personne va se dire, je ne peux pas courir. Les machines, j'y connais rien, je peux pas courir. Oui, ou alors elle va arrêter. Et donc j'arrête. Je peux rien faire. Il y a deux choix, j'arrête ou alors je continue, mais alors j'empire ma douleur parce que je gère pas. En général, les gens continuent pas. Mais oui, c'est clair. Sauf si c'est déjà des sportifs, mais ça c'est un autre cas. Mais on prend vraiment la personne qui est pas plus sportive que ça, qui le fait vraiment dans son objectif de perdre du gras. Ah oui, à la première douleur. La première douleur, elle arrête. Sauf que je peux pas courir. Le vélo, ça me gêne. Et la muscu, j'y connais rien. Bah, j'arrête. Et donc là, il y a 2, 3, 4, 5, 6 mois qui passent et la personne, au final, elle n'a pas bougé en 6 mois. Tout ça pourquoi? Parce qu'elle n'a pas voulu faire du renforcement, parce qu'elle s'est dirigée directement vers la course ou un type de cardio et qu'au final, au final le manque de connaissances a fait qu'il y ait une perte de temps et on aurait pu éviter tout ça si forcément il y avait eu soit une recherche, un petit travail de recherche avant, ou juste se faire accompagner tout simplement. Il n'y a pas de problème quand on ne connaît pas à se faire aider, surtout quand on pense que notre seule et unique solution, c'est le cardio. Si là, aujourd'hui, tu penses que si tu veux perdre du gras, ta seule solution, c'est de faire du cardio, vraiment, non. Voilà, non, pas du tout. Du coup, par rapport à ce qu'on a dit, selon toi, comment on optimise sa perte de gras à l'entraînement? Évidemment, qu'est-ce qu'il faut faire, du coup, qu'est-ce qu'il faut mettre en place? Donc, tu as bien précisé à l'entraînement. Pour optimiser sa perte de gras à l'entraînement, comme j'ai dit, du renforcement. C'est le renforcement qui va faire qu'on va garder sa masse musculaire et qui va faire que, avec un déficit, je suis obligé de parler un peu de nutrition quand même, mais avec le déficit approprié, le corps va aller chercher dans la masse grasse, dans nos cellules graisseuses, pour fournir l'énergie parce qu'on est en déficit. Le déficit, c'est tout simplement, le corps a des besoins, le corps a des besoins journaliers. Si tu manges en dessous, le corps il va avoir besoin d'aller chercher ce surplus d'énergie ailleurs. Et si tu fais du travail de renforcement, que tu stimules ta masse musculaire, que tu stimules et que tu envoies un message à ton système nerveux pour qu'il garde cette masse musculaire, le corps il va dire, ok, là j'ai un message qui me dit de garder, là ça me sert à rien, je vais aller chercher ça. Et donc c'est le gras. Il faut faire du renforcement. Évidemment, on peut facilement faire du renforcement. Maintenant, la différence entre un renforcement et un bon renforcement, c'est la structure, l'organisation et un peu, on va dire, tout le travail de programmation qui fait que... Oui, la progressivité, l'évolution. C'est ça, comment savoir agencer le volume total d'entraînement, etc. Ça, c'est des choses qui sont importantes pour avoir une vraie progression et pour toujours avoir cette stimulation au niveau musculaire. Parce qu'on peut vite commencer en disant, oui, j'ai commencé, j'ai fait 10 pompes, je fais 10 pompes à chaque fois. Sauf qu'au bout d'1 mois et demi, 10 pompes, c'est pas suffisant. C'est plus suffisant. Le corps, il s'adapte. S'il va chercher dans ton gras, il va aussi s'adapter par rapport à tes entraînements. Et donc, il va falloir toujours faire plus. Mais pas faire plus dans le mauvais. Il ne faut pas que ça se transforme en ce qu'on appelle junk volume. Donc, c'est-à-dire du volume pour faire du volume. Je connais beaucoup de gens, ça va plutôt être des gens qui s'entraînent, on va dire régulièrement, mais qui ne s'y connaissent pas plus que ça. Ils font des séances PEC, par exemple. Et puis, ils font 6 exercices de PEC. Enfin, le PEC, normalement, si tu fais ça bien, au bout de 2 exercices, il est saturé. Le PEC est saturé. Le reste, là, les 3, 4, 5, 6, 7 autres séries que tu vas rajouter, c'est du volume inutile. On ne dit pas qu'il n'y aura pas de la progression avec ces séries en plus. Je dis juste qu'avec avec 2 exercices, tu vas faire 90% du taf. Et il va falloir rajouter 3 ou 4 autres exercices pour aller chercher les 10% qui, en plus, ces 10% vont rajouter peut-être 50% de fatigue en plus. Est-ce que ça vaut le coup? Je ne trouve pas. Et donc, c'est vraiment là où il y a cette petite nuance et ce côté intelligence, structure
surcharge progressive, mais vraiment intelligente et pas bourrin en fait. C'est ça qui va faire la différence. D'ailleurs, pour continuer sur la lancée des mythes, on a un autre mythe qu'on entend souvent, ça va être le fait qu'il faut s'entraîner à jeun. On entend beaucoup de gens, et surtout c'est lié beaucoup au cardio que les gens ils font pour perdre du gras. Il y a beaucoup de gens qui font du cardio pour perdre du gras et qui le font à jeun. Toi, Marion, qu'est-ce que tu peux nous dire sur le fait de jeûner pour aller faire du cardio, pour jeûner pour aller s'entraîner, le fait de jeûner tout simplement. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Est-ce que c'est pertinent ou pas? Enfin, dis-nous. Du coup, moi, je vais partir sur deux avis. L'avis d'utilité et l'avis d'habitude, où c'est ce que tu fais habituellement et c'est ce que tu aimes. Alors, l'avis au niveau utilité, il n'y en a pas. Enfin, en fait, il y en a un, mais il est tellement réduit, minime, et en plus, il faut le faire vraiment il faut le faire tout le temps, sur la durée, pour qu'il y ait un petit impact au niveau ça dépend de l'entraînement aussi que tu vas faire. Aussi, ça dépend de l'entraînement et ça va être une utilité du glucogène, mais vraiment très. Mais du coup, quelle va être la différence d'utilité entre un type d'entraînement et un autre entraînement? Quand est-ce que ça va être utile de jeûner ou plus utile, et quand est-ce que ça ne va pas du tout être utile ou même contre-productif? Ça va être utile quand tu veux aller chercher encore plus d'énergie au niveau du sucre, des glucides. Mais sur quel type d'entraînement? Ça va être plutôt sur le cardio en général. C'est-à-dire que... Donc les gens, ils ont raison en soi quand ils font du cardio à jeun. Oui, alors en plus, au niveau sensation, parfois, il y en a qui n'aiment pas aller courir en ayant mangé quelque chose. Bien sûr. Ça se comprend. Mais par contre, au niveau musculation, limite, c'est vraiment là pour le coup inutile parce que tes muscles, ils ont besoin de sucre. Ils ont besoin d'énergie, pour fonctionner. Et leur énergie, ils vont le puiser dans les glucides parce que, comme on a dit, c'est le carburant du corps humain. C'est les macronutriments essentiels, c'est le nutriment essentiel pour fournir de l'énergie. Et donc, les muscles, pour pouvoir être performants, et du coup, ensuite, pour pouvoir prendre de la masse musculaire, ils ont besoin de cette énergie-là qui vient des glucides, du glucose. Donc, pour la musculation, je dirais pas que c'est à proscrire parce qu'il y a des gens qui aiment le faire, mais moi, je le conseillerais pas. Ça va être contre-productif. C'est contre-performant, en fait, de le faire. Pour donner un exemple, on va dire une personne X qui fait 10 pompes quand elle a mangé des glucides avant d'aller s'entraîner. Après, évidemment, il y a toujours une question de quantité de glucides avant l'entraînement. Il y a de ce que tu manges aussi. Et puis, qualité des glucides que tu manges. Et puis, on va prendre la personne qui est à jeun. La différence va être de 2 ou 3 répétitions. Et donc ça, si on le fait régulièrement, il peut avoir un gros impact, que ce soit en termes de préservation de la masse musculaire ou en termes de performance, d'hypertrophie, de performance. En fait, moi je parle de contre-performance et de performance parce que c'est un effet rebond. C'est que si tu es contre-performant, tu prendras moins de masse musculaire et tu risques en plus d'en détruire un peu, alors que ce que tu veux, c'est de maintenir. Et donc, si tu restes performant, tu es performant, tu prends du muscle et en plus, du coup, en prenant du muscle, tu maintiens le reste que tu voulais maintenir de base. C'est ça. Du coup, c'est dans ce sens-là. C'est ça. Par contre, du coup, de l'autre côté, j'ai mon avis qui me dit, si tu as toujours eu l'habitude de t'entraîner à jeun, que tu te sens mieux comme ça, toi, à l'inverse, tu te sens plus performant quand tu n'as pas mangé, même si c'est de la musculation, même si nous on dit il ne faut pas, etc. Si tu as toujours fait comme ça, que tu n'as jamais vu de contre-performance justement et que tu te sens bien sur tes entraînements et que dès que tu manges, à l'inverse pour le coup, tu ne te sens pas bien, tu as des coups de fatigue, tu as des fringales, tu as des choses comme ça, alors là, va t'entraîner à jeun, continue comme ça et c'est pas forcément un conseil. Enfin, tu peux prendre en compte ce qu'on te dit, mais tu n'es pas obligé de le mettre. Voilà, il pourra optimiser par rapport à nous ce qu'on dit. Ou alors manger mieux. Mais si c'est ses habitudes, écoute, on ne va pas détruire des habitudes. C'est ça. On ne va pas détruire des habitudes pour ça, tu vois. Et donc, si c'est l'habitude de la personne de s'entraîner à jeun, écoute, qu'elle continue à s'entraîner tout simplement à jeun. Et nous, moi, en tout cas, je pourrais lui donner des conseils pour optimiser son repas du soir, de la veille, pour justement avoir pour garder de l'énergie pour le lendemain. Oui, il y a toujours des stratégies. Il y a des stratégies qu'on peut mettre en place. S'il ne veut pas du tout changer parce qu'il sait que ce qu'il mange le soir, ça lui convient pour le lendemain, on reste comme ça. S'il veut optimiser cette habitude-là sans la changer pour autant, on peut aussi trouver des manières de faire. Il y a toujours des stratégies. Et nous, quand on prend en charge des personnes, en fait, tout est tourné autour des habitudes, du rythme de vie que la personne a. On n'impose rien, en fait, on n'impose rien et on trouve des compromis, on trouve des stratégies par rapport aux exigences
aux volontés de chacun. Et donc, si la personne, elle veut rester, même si nous, on considère que ce n'est pas optimal, si la personne veut rester à jeun le matin, eh ben, écoute, reste à jeun le matin et on peut trouver un compromis en mangeant un peu plus le soir, un peu plus de glucides. Ou alors faire une bonne recharge glucidique juste après l'entraînement aussi. Oui, ou aussi juste après. Alors, ce ne sera pas aussi performant. Oui, mais il faudra quand même cumuler les deux. Oui, oui. Moi, je pense que le mieux, c'est forcément d'avoir une bonne réserve en en glucides la veille et puis après, une bonne recharge après l'entraînement. C'est ça. Ce serait le plus optimal en tout cas. Si la personne veut quand même jeûner, ça donne quand même des solutions. Du coup, avec tous les conseils qu'on a donnés, avec tout ce qu'on peut entendre sur la perte de poids ou la perte de gras, il y a forcément des personnes qui se demandent pourquoi elles stagnent et pourquoi ça ne marche pas pour elles. Alors, pour lui, évidemment, comme on a dit, dans la perte de poids, on va dire qu'il y a 4 grands piliers. Il y a l'entraînement, l'alimentation, l'organisation et l'état d'esprit. Et donc, chacun va avoir des raisons différentes de pourquoi elle stagne. Il y en a, ça va être l'entraînement, parce qu'ils ne s'entraînent pas bien. Tout simplement, c'est pas tout le monde qui s'entraîne bien. Voilà, nous, on le voit. Enfin, moi, je m'entraîne. Je m'entraîne. Je vois les gens qui s'entraînent. Des fois, je me demande. Enfin, voilà. Bref. Et donc, on se demande ce qu'ils font. C'est ça. Et donc, mais en soi, c'est juste un manque de connaissances. Oui, mais donc, il y a ce côté-là sur l'entraînement. Il y en a d'autres, ça va être l'alimentation. Ils pensent bien manger, ils pensent ceci, ils pensent cela. On a vu, par exemple. C'est ça. Voilà. On a eu plusieurs personnes qui pensaient bien manger. Et en termes de qualité, ils mangent potentiellement bien, même s'il y a toujours 2-3 choses qu'on peut toujours optimiser, même si, voilà, même nous, mais ils mangent bien, mais après, ça va être les quantités à réguler. Ils mangent trop, ou des fois, ils ne mangent pas assez. Pas assez, ou alors au niveau macronutriments, c'est pas bien réparti dans la journée. Exactement. Soit il y a trop de lipides, soit il n'y a pas assez de protéines. Et souvent, en fait, la base, leur alimentation brute, elle est bien, elle est intéressante, mais c'est juste après des conseils d'association et d'optimisation. Voilà. Et ensuite, il y a d'autres personnes où ça va être l'organisation. Et donc là, ça va être la mentalité un peu tout rien qui va freiner certaines choses. Je me dis que je commence trop fort. C'est ça, ou même je commence directement trop fort. Au niveau de l'alimentation, ça va être... Oui, je me restreins énormément. Voilà, ça va plutôt être j'ai pas le temps. Ça va être j'ai pas le temps de faire à manger, j'ai pas le temps de ceci, j'ai pas le temps de cela, j'ai pas le temps de faire les courses. Enfin, ça va vraiment être une question d'organisation qui va faire que ils vont stagner. Ou sinon, c'est j'ai une sortie là, ma mince, elle arrive comme ça. Alors qu'elle aurait pu l'anticiper, ou non, j'ai une autre sortie là, ou j'ai 2-3 sorties d'affilée. Mais en fait, c'est se laisser déborder par sa vie. C'est ça. Et avec ces sorties-là, ils vont se dire, mais alors qu'est-ce que je mange? Alors soit ils vont rien manger du tout pour prévoir ces sorties-là, mais du coup, les entraînements, ils vont pas être performants. Ça entraîne d'autres choses. Ça va être tout un cycle. Ou alors à l'inverse, ils vont vouloir manger. Enfin, du coup, ils vont se dire, ma semaine, elle est gâchée. Et là, ils mangent tout. C'est ça, voilà. Donc l'organisation, ça va être aussi un aspect. Il y a des personnes qui s'entraînent bien, qui mangent bien, mais ils ne savent pas s'organiser. Ça veut dire qu'ils n'arrivent pas en fait, à rester réguliers à cause de ce manque vite débordé. Exactement. Et tu en as d'autres, ça va être vraiment le mindset. Et ils n'arrivent pas à se mettre dedans. Ils arrivent juste tenir leurs habitudes. Voilà, ils n'arrivent juste pas à se mettre dedans. Et donc ça peut être lié. En général, mindset, organisation et mindset, c'est lié déjà à ce qu'on fait sur l'entraînement et l'alimentation. Ça va être des piliers qui vont être interdépendants par rapport à l'entraînement et l'alimentation. Mais mindset par rapport à l'entraînement, encore une fois, ça va être la mentalité taurien. Tu te dis que tu dois te tuer. Sinon, tu n'auras pas les gains que tu veux. Et donc, forcément, tu ne peux pas les tenir. Pareil sur l'alimentation, tu te dis que tu dois te restreindre, etc. Voilà, etc. Ou alors, c'est ce que j'allais dire. Ou alors, ils ont très peur de devoir faire beaucoup d'efforts, que ce soit à l'entraînement, dans l'alimentation, et ils n'osent pas commencer ou quoi. Et en fait, ils se disent... En même temps, moi, je peux les comprendre parce qu'avec tout ce qu'on entend de partout, toutes les informations qu'on nous dit, etc., quand on ne s'y connaît pas, on peut très vite se dire en fait, il faut que je mange rien, il faut que je m'entraîne 6 fois par semaine. Et du coup, forcément, si tu entends ça et que c'est la seule chose, c'est ton seul prisme, c'est la seule chose que tu vois dans ton prisme, évidemment que ça fait peur de commencer. Et là, tu te dis, et là, tu repousses, à chaque fois, tu te dis, je le ferai bien le mois prochain. Et en fait, après, en plus, tu as cette pression, là, on y arrive, sur la pression du summer body et tout. Là, c'est la période où tout le monde a envie de faire des... Il y a quand même cet objectif qui est caché. Il y a ce truc-là, tu vois, et puis... Ça. Mais ça me fait penser à un réel, j'avais vu, c'est un mec, il a son petit déjeuner, donc il y a des flocons d'avoine, du lait, banane et un verre d'eau, je crois. Et ça commence, et c'est ne mange surtout pas de flocons d'avoine. Du coup, il enlève les flocons d'avoine, il a toujours le lait, etc. Ensuite, surtout ne mange pas de lait. Voilà, et ensuite, ne prends pas de banane, etc. Le matin, c'est surtout. Et ensuite, il se dit, je vais boire juste de l'eau.
ne prends pas d'eau. Enfin, bref. Et au final, c'est vrai que à entendre les réseaux sociaux, des fois, en fait, tu dois te restreindre à mort, tu dois rien faire, tu dois manger vraiment des graines et Oui, tu dois c'est ça. t'entraîner énormément. Tu Quoi. dois manger de la salade, des graines et encore ta salade. Et si tu n'arrives pas à tenir ces habitudes-là, tu n'es pas discipliné, Oui. tu n'as pas de mindset. T'es pas régulier. T'es qu'une merde. Ouais, c'est ça. Voilà. En gros, c'est un peu tout ça. Tu restes dans ton lit à manger des chips. Voilà, c'est ça. Quoi. Après, c'est pour aussi. Après, c'est les extrêmes, c'est pour les vues, c'est pour. Exactement. C'est pour polariser, etc. C'est ça. Ça manque de nuances. En fait, tout buzz est bon à prendre sur les réseaux sociaux. En fait, moi, ce que j'aime pas, c'est être vicieux intellectuellement. C'est dire ne mange pas la banane parce que et il va partir, il va développer tout son point sur un aspect qui fait que oui. On va dire aux gens de ne pas forcément consommer les bananes. Et il va baser tout son aspect sur ça, sans parler de tous les autres bienfaits de cette banane. Parce que, voilà, c'est ça. Mais donc, par exemple, il va dire ne mange pas de banane le matin parce que ça va complètement dérégler ta glycémie. Et après, tu vas entendre ne mange surtout pas de banane le soir parce que c'est trop sucré, trop calorique, ça va te rester sur le ventre, machin. Tu vois, et en fait, tu prends un seul aspect, et donc moi aussi je peux jouer à ce jeu-là. Ça veut dire que je peux te dire, ne mange pas de poulet, parce que, et puis là je te parle surtout ne mange pas de saumon, c'est trop gras. C'est ça, ou les conditions d'élevage, et je peux te faire une vidéo entière sur les conditions d'élevage des saumons, sur la qualité du poulet, et donc ne m'a pas mangé de poulet parce que nanani, ou les conditions d'élevage aussi des poulets. Mais dans ce sens, on peut faire la même chose, par exemple. Les bonbons, on peut dire surtout mangez des bonbons, faites-vous. C'est ça. Vraiment, mangez-en beaucoup. C'est ça. Et pareil, on peut faire ça aussi. On peut mettre en avant. C'est ça. Parce qu'en fait, il suffit juste. Il y en a. Mais oui, en fait, il y a des bienfaits et il y a des points positifs et négatifs sur tous les aliments. Et c'est comment on les agence, etc. Mais ça, si évidemment on ne s'y connaît pas et qu'on écoute juste ce qu'on voit, en fait, on se dit qu'on ne peut rien manger. Vraiment. Et voilà, c'est un peu dangereux. Ah c'est même pas qu'un peu, c'est dangereux. Enfin, selon moi, c'est quand même... en tout cas, quand je vois à des moments... Surtout, c'est pour ça que j'en parle, c'est surtout à cette période-là. Après, bon, moi, c'est plutôt vers les femmes, mais je pense que c'est pareil pour tout le monde. C'est que des fois, tu vois des vidéos, par exemple sur TikTok, depuis TikTok, tu vois des filles, là encore ce matin, j'en voyais, qui mangent rien du tout ou qui se font des hard challenge en mode pendant 40 jours, je dois manger ça, j'enlève le sucre, je mange que des œufs le matin, je fais ci, je fais ça. Et dans les commentaires, c'est « Oh waouh, c'est trop bien ce que tu fais, moi aussi je vais le faire ». Mais surtout que 40 jours, c'est extrêmement long et c'est quelque chose qu'ils mettent en place du jour au lendemain. C'est ça. Et on en revient à ce qu'on disait. Qui les fait les 40 jours? Personne. Non mais au fond, personne les fait ces 40 jours. Bien sûr, c'est comme l'histoire du mois sans sucre, mais qui tient un mois sans sucre? Ou sinon, la personne tient, mais derrière, elle réexplose. Bah oui. Parce que elle pas mangé pendant un mois. Elle récompense tout le mois où elle a pas mangé. Et donc nous, notre avis, évidemment, c'est toujours, encore une fois, c'est nuancé. On ne dit pas qu'il faut se gaver, mais il ne faut pas partir dans des extrêmes alimentaires parce que sinon, même si on tient, déjà il faut tenir, mais même si on tient, on va compenser à nouveau sur tout ça. Et donc, c'est pas ce qu'on veut, c'est pas ce qu'on cherche. Mais même nous, avec une discipline, quand même, on a une discipline, on s'entraîne, on a des bonnes habitudes, etc. Même nous, on pourrait pas faire un mois sans sucre. Enfin, moi, quand on parle de sans sucre, c'est sans sucre ajouté. J'ai juste pas envie. Oui, on n'en a pas envie, mais on pourrait même... Enfin, pareil, je pense qu'après le mois, si on le tient déjà, parce que je suis pas sûre qu'on le tiendrait. Je pense que je pourrais mettre une déterre pour le faire. Mais après, c'est ce qui est sûr, c'est qu'après le mois... Ouais, tu manges. Te connaissant, tu manges la boîte de bonbons. C'est ça, exactement. Et après, tu développes tous les troubles du comportement alimentaire, etc. C'est ça parce que c'est ce genre de... C'est exactement ça. C'est que pendant un mois, tu n'as pas mangé de sucre du tout. Enfin, quand on parle de le régime sans sucre, c'est sans sucre ajouté. Hein. Mais c'est que tu ne manges pas de sucre du tout. Dans les gâteaux, dans les bonbons, il y a du sucre partout dans tous les cas. Ça veut dire que tu enlèves tout ce sucre-là. Mais forcément, après même ça, dans les pâtes, hein. Oui, dans tout, dans les pâtes, dans tout, il y a du sucre. Quand on parle de vraiment le sucre ajouté. Non, pas les glucides, c'est vraiment le sucre ajouté. Voilà, c'est de ça dont on parle. Mais après ça, mais à chaque fois que tu vas aller, je sais pas, chez des amis, que tu vas avoir la boîte de bonbons, ou alors tu vas en magasin, tu vois tes bonbons préférés, tu vas l'acheter, tu vas manger le paquet. Puis ensuite, tu vas être invité, il y aura de la glace, tu vas manger la boîte. Et en fait, ça te crée... Voilà. Et au final, tu rattrapes juste un excès. Toute ta frustration que tu avais emmagasinée pendant 30-40 jours. C'est ça. Mais ça peut durer longtemps. Tu exploses tout en 2 semaines. Tu as tout explosé. Et donc, le poids que tu as perdu,
Oui, déjà, tu reprends tout. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a ce truc des 2 semaines, mais ça peut aussi engendrer, si on parle là du coup de troubles du comportement alimentaire, c'est des troubles du comportement qui vont rester. Ça t'accroche, vraiment, ça s'accroche à ta personnalité, à toi. Et à chaque fois que tu auras ce truc, tu auras tes bonbons préférés, tu auras ce gâteau préféré, à chaque fois que tu vas le voir, tu auras ce truc de j'ai été empêchée pendant 1 mois. Je ne veux plus jamais revivre ça de ma vie. Et du coup, ton cerveau te dit, il faut que tu manges la boîte. Parce qu'il faut bien se rendre compte que c'est quand même… En fait, le déficit, c'est un stress, comme je le dis dans plusieurs podcasts. Oui, c'est pour ça qu'il ne faut pas y rester longtemps. Et donc, tu mets un stress. Et imagine le stress que tu mets à ton corps quand tu le prives comme ça pendant aussi longtemps. Je ne sais pas si les gens se rendent compte de ce qu'ils font subir au corps. C'est ça. Mais derrière, en fait, le corps cherche juste à… et en fait, c'est physiologique. Il va juste chercher, après, à avoir ce qu'il a manqué. Et à ne plus jamais en manquer. Et donc là, ça devient dangereux parce que ce n'est pas juste la personnalité, le mindset, le fait de tenir ou pas. C'est un besoin physiologique de ne plus jamais se séparer de ça. Et donc là, ça devient beaucoup plus compliqué, même ne serait-ce qu'être en déficit tout court. Et surtout, du coup, quand on a fait un déficit trop intense, rien que déjà de se mettre en déficit de 300 calories en moins, le corps, il a du mal à perdre là-dessus parce que déjà, forcément, mentalement, tu as du mal parce que du coup, ton corps te dit mange parce que en gros, tu as cette peur constante de manquer. Et en plus, dans tous les cas, ton corps, il va faire en sorte au début peut-être que tu ne perdes pas parce qu'il a connu ça. C'est ça. Et maintenant, il veut t'en empêcher. Il veut te sauver, en fait. Il veut te protéger. C'est ça. Ouais. Et le corps se met en état d'urgence même pour 300 calories en moins parce qu'avant, tu en as enlevé 1000 ou peut-être même plus. Beaucoup plus en général. Au final, tout ça, c'est un peu lié à ce que j'appelle, je vais donner un petit terme, mais c'est vraiment le cycle motivation, effort, frustration, abandon. Au début, tu es motivé, début de perte de gras. Je suis le boss, je vais tout mettre en place. Tu mets toutes tes habitudes. 2025, c'est mon année. Tu te mets des Summer body, et tout, je vais tout déchirer. C'est parti, 6 séances de sport, intensif. Je suis pas là pour blaguer. Je mange plus de pâtes, je mange plus de riz, que des haricots verts poulet. Je perds super vite, trop bien. Et après, toute cette hype, elle part au bout de 4 semaines, 5 semaines, où là, on se rend compte qu'en fait, tous les engagements qu'on a pris, ils sont durs à tenir. C'est plus glamour, c'est plus sexy de faire tout ça. Ça devient… C'est épuisant pour le corps. C'est épuisant, on peut être même très fatigué. Mais oui. Et donc, toutes ces choses, et là, on se dit, ok, et en fait, il va y avoir un combat interne, c'est… si j'abandonne, je suis une merde parce qu'en fait, je m'étais juré de ne pas abandonner. Et en même temps, c'est mais le corps, ton corps qui te… En fait, c'est le combat un peu corps et esprit. Donc, ton cerveau va te dire de continuer parce que tu t'es tenu des engagements, etc. Et sinon, ça va encore baisser l'estime que tu as envers toi-même parce que tu n'auras pas réussi à tenir des engagements. Et de l'autre côté, tu vas avoir le côté où ton corps va te dire mec c'est dangereux, arrête. Et en fait, ça va être cette dualité-là qui va créer de la frustration et on va être… je ne sais plus le terme exact, mais tu sais, c'est vraiment où… en fait, tu n'es plus à l'aise dans tes baskets. Tu vois, c'est cette sensation. Conflit interne. Exactement, c'est ça que je cherchais. Tu es en conflit interne et le conflit interne va t'amener à être frustré. Parce que tu ne peux pas être épanoui si tu as un conflit interne. Oui, mais même, là, on parle au niveau perte de gras, mais même dans tout. Tu es dans un taf qui ne te plaît pas, conflit interne. Même si ça paye bien, ça te paye bien, mais tu n'aimes pas, conflit interne. Il y a beaucoup de gens, même de la finance, qui arrêtent pour ouvrir leur boîte ou aller cultiver des potagers parce qu'ils se reconnectent à ça. Oui, ça marche sur une situation d'inconfort. Il y a un conflit interne de oui, mais je dois le faire, oui, mais je n'ai pas envie. Et en fait, c'est ça qui crée C'est ça. Et après, l'abandon. Et donc, ça fait vraiment motivation, effort, frustration, abandon. Et le mieux, ce serait vraiment de motivation, c'est bien, mais on met des choses raisonnables, on s'organise correctement, on part avec un bon état d'esprit, on sait que on peut avoir des résultats rapides, mais ils vont être rapides et sains, d'accord ? Ça ne va pas être le plus rapide du monde, on ne va pas perdre 30 kilos en 3 mois, mais on peut perdre, comme on dit nous, et ça c'est notre promesse, 10 kilos en 3 mois, c'est quand même rapide, 10 kilos ça change un corps. C'est quand même pas mal. Franchement, on remarque 10 kilos, tu perds 10 kilos en 3 mois, les gens vont dire comment tu as fait, et c'est pas tout le monde qui perd 10 kilos en 3 mois. Ça je tiens à le préciser parce que sur les réseaux sociaux, on va se dire, moi je sais que ma promesse peut-être qu'elle est vue partout, ou que les gens ils vont dire, ah ouais mais non, c'est pas assez 10 kilos en 3 mois, mais je peux jurer que 10 kilos en 3 mois, ça se voit, et les gens, la majorité des gens n'y arrivent pas. Donc ça reste réalisable, et ça reste sain, d'accord ? On n'est pas sur des résultats hyper lents, genre 3 kilos en 3 mois, même si c'est pas… Une personne à qui ça convient, c'est très bien, encore une fois, toujours de la nuance.
Mais on est quand même sur des résultats rapides. Et donc, l'idée, c'est d'avoir une motivation, mais raisonnée, avec un bon mindset, une bonne mise en place, une bonne organisation. Des habitudes évolutives, progressives. Exactement, que ce soit au niveau de l'entraînement ou de l'alimentation. Et puis derrière, du coup, comprendre dès le début, et ça c'est au niveau mindset, que tu vas faire quand même des efforts, d'accord? Même si ça peut être facile, on fait tout pour faciliter, ça reste des efforts, ça reste des choses à mettre en place. Et si tu n'avais pas l'habitude de les faire, ça va quand même être un certain challenge. Et du coup, c'est comme ça qu'on passe à motivation, effort, et puis habitude, et puis réussite. Et puis atteindre ton objectif. Et c'est un peu le même où tu sais, tu as le château qui avec le soleil. Ah oui, et l'enfer. Et tu as le château, avec genre tes ténèbres. Un peu. C'est ça. Et donc, c'est deux solutions, quoi. C'est vraiment deux solutions. Soit on vit bien sa perte de gras et l'après, soit on part directement, et ça se fait dès le départ, dès les premières semaines. La première semaine définit de tes prochaines années. On va dire, je vais dire ça comme ça, je vais vraiment grossir le trait, mais tes premières habitudes de la première semaine vont définir où tu seras dans 2 ans. Parce que si tu démarres trop vite, trop fort, je peux être sûr que dans 2 ans, tu seras au même niveau. Voilà, tu n'as pas bougé, voire tu as repris. Alors que si tu démarres tranquillement et que tu t'écoutes, et même si tu commences par une séance par semaine, et puis qu'après, au bout de 2 mois, tu passes à 2, etc., au moins, tu t'écoutes, c'est progressif et tu respectes ta propre progressivité au final. Tu sais que tu vas au restaurant, ok, je me pèse pas le lendemain parce que je sais que le poids va être un peu plus élevé et pas représentatif. Oui, ou tu t'es pesé le matin même avant le restaurant, voilà par exemple ça. Et ensuite, tu sais comment te faire plaisir, tu sais comment continuer à manger pour ne pas impacter ce poids-là, donc ne pas reprendre, stabiliser ton poids. Ou alors, en plus, tu sais comment faire, puisque tu as déjà, par exemple, réussi à perdre du poids une fois, tu sais comment faire si jamais, soit tu as repris un petit peu, je sais pas, tu es parti en vacances, tu as vraiment dit, allez, là, vraiment, je me prends pas la tête, je me fais plaisir. Tu sais que tu as pris 3 kilos, tu sais comment les reperdre. En fait, quand tu comprends qu'une perte de gras, ça se met dans ta vie, et que tu ne dois pas t'empêcher de vivre par rapport à tes objectifs, et que quand tu es serein par rapport à ta balance, à ta composition corporelle, à ton poids, quand tu es serein par rapport à tout ça, reprendre 2 kilos parce que tu étais en vacances, en fait, tu te rends compte que c'est rien. Parce que très facilement, en reprenant juste tes habitudes que tu avais avant, en retournant à l'entraînement, en faisant un peu plus attention comme avant, boum, tu repères. Et en fait, ça permet d'être en vacances et de se faire plaisir et de ne pas se penser que en vacances, en vacances, je ne dois surtout pas me faire plaisir parce que sinon je risque quoi? Je risque de reprendre et si je reprends après, je ne saurais pas le reperdre. Et ça, on le retrouve beaucoup chez les personnes qui ont perdu mais qui sont, comme tu as dit, les challenges, etc., comme on disait dans le podcast précédent en mangeant des pommes ou quoi, en fait, c'est que c'est du poids que tu n'as pas mérité de perdre. Et donc, c'est du poids que tu as peur de reprendre parce qu'en fait, tu n'as pas mérité de le perdre. On va dire que tu as mis des choses que tu n'as pas compris et donc la pris conscience de ça. C'est ça, la compréhension de tout ce que tu fais fait que tu sais que tu peux reperdre ce poids si jamais, à des périodes précises, tu l'as repris. Pour moi, tant que tu prends conscience de tes habitudes, qu'elles soient mauvaises, bonnes, peu importe, tu saches les classer. Ton alimentation, ce qui est alimentation un peu plaisir, un peu extra, on va dire, et ton alimentation de base. Tu prends conscience de ces deux choses. Pareil, l'entraînement. Et tu vois, finalement, tu mets un peu tout dans des cases. Tu sauras ensuite, comme on a dit, intégrer à chaque fois tes objectifs sportifs, tes objectifs même dans la vie. En fait, après, tout se répercute sur les habitudes de la vie, sur juste prendre conscience de ce qu'on fait, de notre corps, de l'évolution de notre corps en fonction de ce qu'on fait, les habitudes qu'on met en place, l'entraînement qu'on met en place, même différents types d'entraînement, tu vois, enfin voilà, tout En fait, ça. ne pas subir sa vie, quoi. Juste Exactement. être éveillé, s'analyser, se regarder, et pas juste vivre, se lever, aller taffer, rentrer, manger de la merde, et puis ce cycle où, en fait, on se regarde même pas. Tu sais, moi je sais prend même pas le temps pour soi, en fait. Moi, je sais quel aliment je digère mal. Mais ça, il faut avoir l'oreille ou l'œil, enfin, faut être attentif à ça. Ok, j'ai mangé ça, oula, je me sens pas bien. Oui, mais de l'éviter. Non, mais du coup, déjà en tout cas, d'en avoir prendre conscience, c'est ça. Mais comme tu disais, c'est une prise de conscience globale. C'est j'ai mangé ça, oula, je suis pas bien, je réessaye, oula, je suis pas bien, ok, ça, faut que j'enlève. Et c'est comme ça aussi qu'on sait. Il y a des gens, je repensais à ma grand-mère qui disait qu'elle digérait mal la salade. Oui, et qu'au final, on a vu que c'était la sauce salade le problème. C'est pas possible de mal digérer la salade, ok. Et c'est plutôt la vinaigrette qu'elle met sur sa salade qui fait qu'elle digère mal
sa salade, mais on dirait pas, enfin, c'est 90% d'eau la salade. Oui, c'est. Tu peux pas Il y a mal- quelques vitamines, mais sinon Non, c'est mais de l'eau. tu peux pas mal digérer la salade, c'est pas possible. Mm. Donc là, ça m'a alerté. Et pareil, tu vois, c'est qu'elle n'a pas eu conscience. Mm. Enfin, pour elle, c'était la salade. Du coup, elle mange pas de salade. Ouais. C'est une mauvaise cause à effet. Mm. Voilà. Et donc, vraiment être attentif, être éveillé. Ouais, mais Et puis c'est voilà, ça va être le mot de la fin. Mm. J'espère que ce podcast t'a plu. N'hésite pas à liker, commenter, poser des questions pour le prochain podcast. On y répondra avec plaisir. Et puis, on te dit à très bientôt pour le 5e épisode.